Tension ravivée entre l'actuel et l'ancien maire de Regina après la plainte de Michel Kouami déposée contre Pierre Désert pour détention illégale de parcelles de terre dans la commune. Cette fois, c'est Pierre Désert qui porte plainte. Explication à suivre dans quelques instants. La communauté haïtienne de Guyane se mobilise pour le maintien des élections dans son pays. Bien qu'ils ne puissent pas se rendre aux urnes, les Haïtiens de Guyane souhaitent manifester pour tenter de faire entendre leur voix. Notre invité ce soir sera le procureur de la République, Éric Vaillant. Nous reviendrons entre autres sur l'affaire des viols sur fond de chantage à la sextape, mais aussi les entrepreneurs arrêtés pour trafic de cocaïne. Et puis le carnaval se poursuit et les enfants entrent dans la danse. Les défilés des tout-petits ont démarré aujourd'hui et des jeunes apprennent à confectionner eux-mêmes des accessoires de costumes. Très belles images à suivre dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette tranche d'information. Tout d'abord, un mot sur l'affaire du Quindal, toujours dans la tourmente. Vendredi dernier, le tribunal administratif avait suspendu l'arrêté de l'ancien préfet de Guyane qui permettait l'ouverture exceptionnelle du lieu malgré la décision de justice l'obligeant à fermer suite à une plainte pour nuisance sonore. Un arrêté qui concerne uniquement la période du carnaval. Les propriétaires du dancing ont été reçus ce matin en préfecture. Aucune des deux parties n'a souhaité pour le moment s'exprimer au sortir de cette rencontre. Les soirées des 8 et 10 février n'ont pour le moment donc pas été annulées officiellement. Nous y reviendrons bien sûr dès que possible dans nos prochaines éditions. Le Zika, toujours au cœur des préoccupations. L'Organisation mondiale de santé a décrété cette semaine l'état d'urgence sanitaire mondiale. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a fait un point aujourd'hui sur la situation en Guyane et aux Antilles. Elle a rappelé la progression rapide du virus. On évoque même la possibilité de transmission par voie sexuelle, même si ça reste rare. Yvan Forestier nous explique. La ministre des Outre-mer était aussi de la partie. Avec la ministre de la Santé, elles ont fait face à des élus qui n'ont rien oublié de la dernière sortie de Marisol Touraine, qui déconseillait aux femmes enceintes d'aller dans les Outre-mer. Nous sommes en pleine saison touristique actuellement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au niveau de la communication. Quand on dit de ne pas se rendre, par exemple, dans ces départements d'Outre-mer qui vivent presque essentiellement du tourisme, je veux dire quelque part, on porte un mauvais coup au tourisme. Mais au-delà de cette polémique, ils ont réclamé des mesures concrètes. Notre crainte, c'est qu'il n'y a aucun médicament. Il n'y a aucune mesure à part la prévention, le nettoyage. Il ne faudrait pas qu'on attende chaque fois qu'il y ait une épidémie pour que nous puissions prendre des mesures concernant les pneus usagés, les voitures abandonnées. Il faut que ça se fasse en permanence. Aujourd'hui, ça a été, si vous voulez, des annonces qui ont été faites. Donc j'attends d'ici une semaine pour voir si ces annonces-là vont se traduire en réalité. Les mesures concrètes, c'est d'abord un renforcement des moyens pour lutter contre les moustiques. Car il faut traquer les endroits où ils prolifèrent, comme les toits, les gouttières ou les épaves de voitures. Ces mesures visent à détruire les gîtes potentiels de reproduction des moustiques, en supprimant l'eau stagnante. C'est l'élément majeur. Mais c'est aussi un suivi des femmes enceintes. Toutes les femmes enceintes qui habitent dans les départements français d'Amérique, et en particulier aujourd'hui en Martinique et en Guyane, sont invitées à consulter un médecin pour être précisément informé de la situation. Et en cas de risque, un test pris en charge par les autorités est prévu, ainsi qu'un suivi mensuel échographique. La transmission du virus par voie sexuelle, elle, n'est pas encore confirmée. Mais par précaution, il est recommandé aux hommes d'utiliser des préservatifs lors de relations avec des femmes enceintes. La ministre, elle, a promis de se rendre prochainement dans les territoires concernés, les Antilles et la Guyane. Et nous recevons ce soir, je vous l'annonçais, le procureur de la République, Éric Vaillant. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Revenons tout d'abord ensemble sur l'affaire des entrepreneurs et des 3 mules qui ont été arrêtés la semaine dernière pour trafic de cocaïne. On parle de 8 kilos qui seraient répartis en 8 voyages. Cela paraît peu, mais vous soulignez notamment une première pour la justice. Expliquez-nous pourquoi. Alors première, peut-être pas exactement, je n'ai pas fait l'historique complet, mais ce qui est intéressant dans ce dossier en particulier, c'est qu'on a arrêté en même temps les mules et les 2 organisateurs du trafic. Et ça, c'est pas très fréquent. Donc les commanditaires, généralement, ne sont pas attrapés ensemble en même temps ou beaucoup C'est plus plutôt tard. rare. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est en présence de commanditaires de Cayenne, implantés à Cayenne, et non pas de commanditaires étrangers qui pourraient venir donc de mafia colombienne ou péruvienne. Justement, à propos de ces commanditaires, vous évoquiez, vous entendez dans les médias, une sorte de, un nouveau genre de criminalité. Pourquoi ?
Nouveau genre de criminalité parce que en l'occurrence donc ces deux entrepreneurs du BTP avaient besoin d'arrondir leur fin de mois, leur entreprise vivotait tant bien que mal et ils ont jugé utile donc de se lancer dans le trafic de cocaïne. Ils ont investi 40 000 €, ils espéraient 240 000 €, donc 6 fois plus, voilà, mais ça n'a pas marché. Ce sont des jeunes justement, vous dressiez un petit peu leur profil, on vous a entendu en parler. En l'occurrence ce sont deux jeunes entrepreneurs, ils ont moins de 40 ans. Donc il devait passer en comparution aujourd'hui, en comparution immédiate dans l'après-midi, mais l'audience a été repoussée. Oui, alors comme c'est la procédure tout à fait normale, ils ont demandé un délai pour préparer leur défense et ils seront jugés au fond le 2 mars prochain. Concernant les 3 mules et les deux entrepreneurs, les 5 ensemble. Okay. Donc 3 de ces 5 personnes ont été placées en détention provisoire, les 2 entrepreneurs et une des mules, celle qui avait 1 kg dans le fond de sa valise, et les 2 mules qui avaient ingéré chacune 800 grammes ont été placées par le tribunal sous contrôle judiciaire jusqu'à la prochaine audience. On parle de ce phénomène de mules, des personnes qui ingèrent de la cocaïne pour les transporter, pour être payées bien sûr pour ce transport. Concernant la jeune femme, c'était une mineure qui avait échappé à son contrôle, on va dire judiciaire, en tout cas elle était à l'hôpital à ce moment, elle a réussi à s'échapper. Est-ce qu'elle a été retrouvée entre-temps ? Oui, elle a été retrouvée depuis. Et du coup, qu'est-ce qui va venir de cette jeune femme ? Poursuite judiciaire, bien sûr. D'accord. Concrètement, vous ne vous souvenez peut-être pas de cette affaire. Voilà. Peut-être que je vous pose une question un peu trop précise là-dessus. Par contre, en tout cas, pour parler de ce phénomène de manière un peu plus générale, qu'est-ce qui est mis en place, si on peut le rappeler, et peut-être s'il y a de la nouveauté dans cette lutte contre le phénomène des mules en Guyane ? La nouveauté contre le phénomène des mules, c'est surtout qu'on va continuer à s'attaquer donc, aux mules. On en a pris plus de 330 en 2015, alors qu'on en avait attrapé 180 en 2014, donc une augmentation, un doublement donc, du phénomène des mules. Et on a décidé aussi donc, de s'attaquer le plus fréquemment possible aux organisateurs du trafic. Vous disiez le plus fréquemment possible. Un gradé de gendarmerie nous a confié en off que dans chaque avion, il y avait de la drogue qui circulait. Vous confirmez cette information ? Oui, bien sûr. D'accord. Donc concrètement, est-ce que vous allez devoir renforcer encore plus cette action qui est menée ? Oui, alors tous les services sont extrêmement mobilisés, notamment donc, les douanes, les gendarmes, la police judiciaire. Vraiment, tout le monde travaille. Et puis, donc, évidemment, donc, la justice derrière. Et voilà. Donc, notre objectif, c'est de continuer à les arrêter. Donc selon vous, comment va évoluer ce phénomène de mules qui est quand même assez ancré dans la société guyanaise ? L'objectif, c'est d'essayer de couper la route. Voilà. Alors c'est un objectif très ambitieux, voilà. Mais on va essayer en tout cas. On ne renonce pas sur ce sujet. Revenons maintenant sur cette sordide affaire de viol sur une mineure avec en cause 11 jeunes qui ont joué les maîtres chanteurs pour imposer des relations sexuelles à une jeune fille. Cela arrive souvent ? Alors, cette affaire, moi je suis là depuis 4 mois, donc je ne peux pas juger vraiment, donc, avoir un historique complet. Mais c'est un phénomène qui nous paraît nouveau et très préoccupant donc, sur le fonctionnement de la jeunesse. Ici en Guyane, mais on a le même type de phénomène dans l'Hexagone. Voilà, donc c'est des gamins qui ne se rendent pas compte des limites. Justement, la jeune femme porte plainte plusieurs années après. Elle était mineure à l'époque, c'est souvent le cas dans ce type d'affaires. Alors elle n'a pas porté plainte plusieurs années après, elle a porté plainte en octobre 2014 contre 14 jeunes gens. Et elle ne les connaissait pas tous avec leur identité précise, donc il a fallu une longue enquête qui a duré quasiment 1 an pour les localiser, les 14. Ça a été très long donc, de les retrouver. Et une fois qu'on les a clairement identifiés, on a été les interpeller. Alors justement, qu'est-ce qu'il advient de ces 14 jeunes impliqués dans cette affaire ? Alors on n'en a pas arrêté 14, on en a arrêté 11, il nous en manque 3 qu'on va aller chercher dans les prochaines semaines. Vous avez déjà une idée dans cette enquête-là Oui, forcément, mais là je ne vais pas vous donner tous les détails à la télévision. Et sur les 11 qui ont été arrêtés, donc 5 ont été placés en détention provisoire et 6 sous contrôle judiciaire. Dans ce type de cas, qu'est-ce que la justice privilégie pour l'auteur de ce type de fait ? Dans ce type de cas, ce sera de l'emprisonnement, vu du côté du procureur. Après, les juges décideront, mais nous demanderons de l'emprisonnement ferme. D'accord. Et concrètement, pour ce genre d'affaires, les jeunes sont assez suivis par des psychologues notamment, puisque ces jeunes, pour certains, étaient aussi mineurs à l'époque des faits. Comment est-ce que ça se passe, ce lien avec les psychologues, pour un peu insister sur la gravité de ces faits ? Alors, donc, on a un service qui est spécialisé pour assister donc, les jeunes auteurs d'infractions, qui s'appelle la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, ce sont des éducateurs avec des psychologues, et ces éducateurs, ces psychologues suivent les gamins. Quelle est votre vision sur ce phénomène ? On en a déjà discuté plus ou moins avant, mais que pensez-vous justement de ce phénomène de jeunes qui mènent des actions comme cela en groupe, avec peut-être une inconscience de la gravité des faits ? C'est aussi, on peut relier ça aussi au phénomène des mules. Moi, le message que je souhaite faire passer, c'est que les parents doivent vraiment se préoccuper de ce que font leurs adolescents. Il faut donc un renforcement dans l'éducation. De la surveillance de chaque parent. C'est pas normal que les parents s'intéressent pas un petit peu à ce qu'il y a sur les téléphones portables de leurs enfants, leur posent un certain nombre de questions, que des gamins puissent prendre l'avion pour partir en métropole comme ça sans avoir prévenu papa-maman, c'est complètement
aberrants. Vous pensez que c'est vraiment possible d'assurer ce suivi-là déjà au sein des familles? Je pense que si les familles se disent plus mon enfant qu'on aime, auquel on fait attention, qui est un gentil garçon au quotidien, se méfie un petit peu qu'il est certes gentil d'apparence, mais qu'il peut faire des bêtises dans le dos des parents, c'est quand même prudent d'être vigilant. Vous avez annoncé il y a quelques jours, monsieur le procureur, que vous souhaitiez favoriser le plaidé coupable pour permettre aux accusés d'aménager leur peine. Est-ce que tous les délits seront concernés? Alors, ce n'est pas pour toutes les affaires qu'on utilise le plaidé coupable, qui est une procédure qui existe depuis 2004. C'est une procédure intéressante parce que qu'on utilise dans les cas où la personne reconnaît avoir commis l'infraction. Si elle dit oui, je reconnais, on considère qu'elle peut bénéficier de cette procédure. C'est une procédure qui est rapide, qui responsabilise la personne. Elle dit oui, je reconnais que j'ai fait une infraction et je mérite une sanction. Et à partir de ce moment-là, on la négocie entre le procureur, le prévenu, et avec l'aide d'un avocat sous le contrôle d'un juge. Alors justement, qui est-ce que ça va favoriser, le fait de plaider coupable? Est-ce qu'on risque pas aussi d'avoir des personnes qui plaident coupable pour sortir plus vite de l'affaire, alors qu'ils sont peut-être moins gravement impliqués? Non, ce n'est pas un phénomène qu'on voit. Enfin, d'abord, c'est le procureur qui gère s'il utilise ou pas cette procédure-là. Et il l'utilise, je vous le disais, pour des personnes qui sont dans une démarche de responsabilité. J'ai commis une infraction, je mérite une sanction. Et maintenant, voyons la peine la plus adaptée, la plus juste. Ce qui permet ensuite à cette personne un meilleur suivi. Alors ça permet donc des peines mieux exécutées, que ce soit un travail d'intérêt général, le paiement de l'amende, voire même de l'emprisonnement ferme. Ça permet des peines mieux comprises, et quand une peine est mieux comprise, c'est une peine qui est mieux exécutée, et c'est un premier pas vers la réinsertion. C'était notre dernière question. Merci beaucoup, monsieur le procureur, d'avoir répondu Merci à vous. À ces questions. La population haïtienne de Guyane se mobilise. Vous le savez, les citoyens du pays étaient censés se rendre aux urnes il y a 2 semaines pour le second tour de l'élection présidentielle et des législatives partielles. Le scrutin a été annulé suite aux multiples manifestations violentes qui ont éclaté dans le pays. Ils ont été plusieurs centaines cet après-midi à avoir manifesté. Cité Brutus à Cayenne, Jonathan Larioyete. La voix du peuple haïtien résonne avec force. Cité Brutus, plus de 500 personnes ont manifesté cet après-midi contre la situation politique précaire que vit Haïti. Nous sommes descendus dans les rues pour manifester et défendre notre pays. Nous voulons que les votes se fassent. Nous voulons les élections. Nous n'acceptons pas que le président parte, car s'il s'en va, qui restera au pouvoir? On ne veut plus voir notre pays brisé, écrasé. Nous voulons des élections pour que tous respectent les lois, comme partout ailleurs. Une marche dans les rues de la ville de Cayenne était initialement prévue, mais elle a été annulée selon les mesures de l'état d'urgence nationale. Un imprévu qui n'aura pas empêché la sortie des Haïtiens de Guyane. Ils exigent un maintien des élections afin que le peuple puisse avoir son mot à dire. Nous descendons dans la rue spécialement pour soutenir la démocratie en Haïti. Nous ne voulons pas une transition, nous voulons élections libres et honnêtes. C'est la raison pour laquelle en Haïti, il y en a plus de 2 millions d'Haïtiens à travers la République qui prennent la rue pour demander élections libres et honnêtes. Et nous sommes en Guyane et on est intégrés en Guyane. Et le problème d'Haïti, je pense maintenant, c'est le problème guyanais. Et le peuple a déjà fait son choix. Parce que le président Matéli, il a travaillé beaucoup pour la nation, pour le pays. Et les transitions, ce sont des mafias qui viennent prendre le pouvoir sans aval le peuple et juste pour faire n'importe quoi, pour continuer la corruption. Selon des sources proches du président, le gouvernement intérimaire devrait prendre en charge les affaires courantes après le 7 février et organiser des élections dans le courant du mois d'avril. Le conflit avait fait grand bruit l'année dernière, il s'envenime aujourd'hui. Octobre 2015, Michel Kouami, maire de Regina, porte plainte contre son prédécesseur pour acquisition frauduleuse de plusieurs parcelles de terre. Pierre Désert affirme être en règle. Aujourd'hui, c'est lui qui porte plainte contre Michel Kouami pour avoir fait démolir une bâtisse sur un terrain revendiqué par les 2 hommes. Explication Mia Pierre. Nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose Pierre Désert, ancien maire de Reginaco, et le maire actuel, Michel Kouami. Depuis le mois d'octobre 2015, les 2 hommes se sont lancés dans une bataille judiciaire qui porte sur des parcelles de terrain, revendiquées par les 2 protagonistes. Le 26 janvier dernier, M. Désert constate la démolition d'une vieille bâtisse sur un des terrains incriminés. Il porte plainte. Son avocat parle de violation des règles. Il s'est permis de la démolir en violation de toutes les prescriptions, qu'elles soient légales ou réglementaires, et puis surtout en violation de l'avis
de la direction des affaires culturelles, de l'agence régionale de santé et également de la préfecture qui, dans son arrêté, n'avait pas prévu la démolition. Donc nous avons affaire à un maire qui agit dans l'impunité, qui agit de manière totalement discrétionnaire et arbitraire. De son côté, Michel Kwami dit avoir agi pour des raisons sanitaires. Cette bâtisse, elle menaçait de s'effondrer. Nous avons l'état de cette bâtisse, une constatation faite déjà par les services sanitaires. Et à 2 écarts, nous avons dû la démolir. Nous avons eu en tête qu'il s'agissait d'un danger pour la sécurité des personnes, des riverains. Et aussi, nous savons aussi que nous traversons une période particulière s'agissant du risque d'infection par le Zika et le chikungunya. Michel Kwami accuse son prédécesseur de s'être approprié illégalement cette parcelle de terrain appartenant à la commune. La nature de la propriété, elle se caractérise non pas par les déclarations des uns ou des autres, elle se caractérise par des documents officiels. Ce sont ces documents-là qui émanent de la conservation des hypothèques et non pas simplement de la seule déclaration de celui-là qui a occupé un poste dans la commune pour dire que c'est une situation de force, c'est une situation où je déclare que je suis propriétaire du bien par ma seule volonté. Face à ces accusations, l'avocat de M. Désert avance des documents qui prouveraient qu'il est bel et bien le propriétaire des lieux. Monsieur Désert se prévaut d'un titre, comme il a déjà eu l'occasion de le dire. Un titre qui date de 1979, à une époque où le cadastre n'avait pas encore été créé, qui plus est sur la commune de Regina. Il se prévaut d'un titre, d'une vente qui a été effectuée par la société Tanon du terrain en question. Ce titre a fait l'objet d'un enregistrement et d'une publication à la conservation des hypothèques de l'époque devenue service de publicité foncière. Sur ce titre, il y a une erreur de numérotation cadastrale. Et c'est sur la base de cette erreur, qui est une erreur matérielle, que M. Kwami argue tous ses griefs pour venir dire que M. Désert se sera approprié illégalement les parcelles en question. Cette affaire sera jugée le 12 février prochain au tribunal de grande instance de Cayenne. Restez avec nous dans quelques instants. Nous découvrirons un atelier accessoire pour le carnaval. Il s'est tenu cet après-midi avec les jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse. Et puis les enfants font leur carnaval. Un premier défilé s'est tenu cet après-midi. Il a rassemblé plusieurs centaines de petits dans les rues de Cayenne. Des reportages à suivre dans quelques instants. Mais d'abord, un label international nommé Éco-École récompense les établissements scolaires qui mettent en place des projets en faveur de l'écologie. Certains établissements guadeloupéens ont reçu ce label de qualité. C'est le cas de l'école Joseph Nuissier de la commune des Abîmes. Yvan Lemaire. Depuis 3 ans, l'école primaire Joseph Nuissier est une éco-école. Grâce à un projet basé sur le recyclage, un acte désormais important pour les élèves. Recycler, ça aide à respirer, à faire du bien et aussi à protéger la nature. Ce premier projet éco-citoyen a eu un réel impact sur le comportement des enfants. On s'est aperçu que cette année, ils faisaient beaucoup plus attention à ne pas jeter les papiers directement dans une poubelle, mais dans un conteneur qu'on a mis à leur disposition. Et donc du coup, quand on leur demande pourquoi ils font ça, c'est parce qu'ils ont compris que plus on récupérait les déchets et plus on les transformait, moins on polluait. Et donc du coup, plus la terre était pérenne. Biodiversité et récupération de l'eau, c'est le nouveau projet mis en place cette année avec la création d'un jardin créole, une action qui connaît un vrai succès. Ça m'a plu de faire les plantes, arroser et de faire pousser ma plante. Ça va faire joli et ça va faire pousser des plantes qu'on pourrait manger. Pour le moment, seuls 16 établissements scolaires ont reçu le label Éco-École en Guadeloupe. On parle carnaval maintenant avec cet atelier accessoire qui a eu lieu cet après-midi à la cité Témire. L'association Kouman propose à des jeunes en réinsertion d'apprendre à en fabriquer eux-mêmes pour orner les costumes des défilés et des soirées carnavalesques. Une séance travaux manuels pour libérer leur potentiel artistique. Ayodele Germa. Des travaux pratiques pour tourner le dos à un passé tumultueux. J'avais fait des bêtises et que j'avais une situation qui n'était pas adaptable à moi. Voilà. Et maintenant ? Maintenant ça va.
Je poursuis mes études et tout, et puis c'est tout. La protection judiciaire de la jeunesse prend en charge des mineurs délinquants. En cette période de carnaval, la PJJ mène une action pour canaliser l'énergie de ces jeunes dans une activité constructive. C'est notre petite contribution pour lutter contre la violence dans le carnaval et puis plus généralement contre la violence, puisque quand les jeunes sont occupés à une activité qui les intéresse, ils pensent moins à faire des bêtises, on va dire, ou des délits. Pour ce faire, l'association Kouma est mise à contribution. Elle pratique le carnaval depuis 25 ans. Les membres fabriquent eux-mêmes leurs costumes. Cette année, le thème porte sur les nénuphars. On lance le bébé sur le bras et puis on y travaille. Hein, puis au fur et à mesure, ça vient, l'expérience, l'idée, puis on arrive à obtenir des résultats. Coup de ciseaux, fixation et collage. Le coup de main des jeunes de la PJJ est un moyen de les responsabiliser. Elle a fait appel à moi pour pouvoir intégrer ces jeunes de manière à ce qu'ils puissent, s'intégrer un petit peu, sortir de leur cocon et de voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la vie associative. Ce sont des jeunes, il faut savoir discuter avec eux, c'est tout, et puis surtout les écouter un petit peu. Et puis à partir de là, non seulement les écouter et surtout les expliquer, et à partir de là, tout se passe très bien. Franchement, j'ai rien à dire. Une écoute salutaire pour des jeunes parfois réfractaires à toute forme d'autorité. Ce sont des jeunes qui vivent les adultes comme des ennemis ou des adversaires en général. Ils ont beaucoup connu des adultes qui les ont beaucoup repoussés, rejetés. Et de fait d'être là avec des adultes qui ne sont pas du tout de leur milieu habituel et qui les considèrent comme des personnes, qui les conseillent, qui leur parlent, sans récrimer, sans les rejeter, c'est vraiment quelque chose d'important. Et vous avez vu comme ils écoutent religieusement. Une trentaine de costumes seront confectionnés avant dimanche, juste à temps pour défiler à la grande parade de Cayenne. En Martinique, maintenant, les jours gras approchent et les soirées vont bon train, comme chez nous. Préparer une manifestation qui rassemble une centaine de fêtards n'est pas chose aisée. Les organisateurs s'y prennent donc plusieurs semaines à l'avance. Ce matin, nous étions avec un responsable d'événements et un disc jockey qui se prépare aussi aux incontournables soirées de Lille. Loïc Régis. Il y aura la caisse extérieure, le bar extérieur. Près de 700 personnes sont attendues ici dimanche soir. Un public de carnavaliers qui ne demande qu'une chose, se défouler. Pour accompagner ses clients dans l'ivresse de l'événement, cet organisateur ne néglige pas la sécurité. Au fur et à mesure que les années passent, on se rend compte que pour le même type de soirée, le coût associé à la sécurité explose parce que le contexte fait qu'on veut absolument rassurer nos clients, donc on n'hésite pas à investir. On a facilement sur le chiffre d'affaires 15 à 20% du chiffre d'affaires qui passe dans la sécurité. C'est énorme. Trouver un lieu adapté, un thème, des partenaires, tout se prépare parfois plusieurs mois à l'avance, sans oublier les autorisations indispensables pour lancer la soirée. Il faut déjà obtenir l'autorisation des mairies, la déclaration, il y a les assurances à apposer, il y a la SACEM qu'il faut solliciter. Il faut avoir son contrat avec le propriétaire. Il y a également la licence 4 qu'il faut également contractualiser afin de pouvoir être dans les règles. Innover chaque année pour surprendre une clientèle exigeante. On sait déjà un petit peu ce à quoi ils s'attendent et puis on ouvre notre cœur simplement. Hein. On a envie de créer. Moi, j'ai une patte créatrice, donc l'idée c'est d'essayer de surprendre. Pour satisfaire le public, le DJ et l'animateur de référence Pour l'édition 2016, DJ Alan compte dans sa playlist des classiques, mais aussi des titres qui font le buzz depuis plusieurs jours. Cette année, il y a le Dux et Pipo qui est parti de la rumeur là, des taxis. Donc là, ça va, il y a un bon buzz. Il y a les 12 salopards aussi, il y a les Plantes et Bananes. Après, on a aussi... Non, il y a plein de choses. Il y a Dux qui fait un petit son aussi en parallèle, mais bon, qui est très mal élevé. Donc, que pour le vider même, quoi. Et puis voilà, il y a deux, trois trucs à droite à gauche. Ouais. Pour l'instant, la SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, a répertorié 180 soirées, dont 120 officiellement déclarées.
Retour en Guyane maintenant, le mauvais temps ne les aura pas impressionnés. Les élèves des écoles Juste-Yazine et d'Orville-Léonceau étaient dans les rues de Cayenne pour vivre leur carnaval cet après-midi. Parés de leurs plus beaux costumes, ils étaient un peu plus d'une centaine en classe maternelle et primaire à défiler au rythme des tambours. Xavier Paul Le Pelletier y était regardé. Et c'est sur ces images que se referme votre page d'information locale. On se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.